Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire d'Alma Consulting Group qui s'inscrit dans une thématique aujourd'hui liée au financement de la recherche et de l'innovation, des sujets qui bien évidemment vous concernent et vous intéressent. Le thème aujourd'hui, sécuriser votre crédit pour recherche par la justification scientifique des projets de R&D. Et pour en parler, nous accueillons nos deux intervenants aujourd'hui. Nathalie Wang, bonjour. Bonjour à tous. Et Sylvain Richer, bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes tous les deux experts scientifiques au sein d'Alma Consulting Group. Nous savons que le crédit d'impôt recherche est aujourd'hui une source de financement incontournable pour les entreprises. Alma apporte son expertise et vous êtes dans cette démarche de sécurisation de votre crédit d'impôt recherche. Alors quelques chiffres pour illustrer ce constat. Chaque année, Alma accompagne ses clients dans plus de 2500 déclarations de CIR, ce qui correspond quand même à plus de 13 000 projets documentés et argumentés, et ceci représente 650 millions d'euros de crédit d'impôt recherche obtenus par les clients d'Alma. Mais question, pourquoi est-ce nécessaire pour sécuriser son crédit d'impôt recherche de procéder à une justification scientifique des projets de R&D? Qu'est-ce qu'un projet éligible au crédit d'impôt recherche? Quelles sont les pièces et les informations pertinentes à collecter? Qu'est-ce qu'un dossier scientifique? Comment construire son argumentaire et au final comment échanger avec les administrations? En clair, quelles sont les bonnes pratiques? Ce sont les questions, ce sont les sujets abordés par ce webinaire aujourd'hui. Nous terminerons d'ailleurs par quelques cas concrets à la fin. Un webinaire qui est, comme toujours, interactif. Si vous êtes fidèle, vous le savez, vous avez la possibilité de poser vos questions sur la fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran. Posez vos questions tout au long du webinaire. N'attendez pas la fin et nous aurons l'occasion de pouvoir recueillir vos questions et de pouvoir y répondre tout au long de ce webinaire. Voilà, c'est parti, on démarre Nathalie, en précisant peut-être brièvement ce qu'est le crédit d'impôt recherche et expliquer pourquoi il est nécessaire de justifier scientifiquement ces projets de R&D. Oui, bonjour. Donc, intéressons-nous tout d'abord au dispositif du crédit d'impôt recherche. Donc, avant de se lancer dans la rédaction et la justification via le dossier scientifique. Donc, le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif fiscal qui a été instauré il y a déjà quelques années, donc en 1983, et c'est aujourd'hui le principal dispositif de soutien à la recherche et au développement en France. Donc, le crédit d'impôt recherche prend la forme d'un crédit d'impôt. Le principe, c'est que les entreprises qui vont engager des dépenses en R&D vont récupérer une partie de ces dépenses sous forme d'un crédit d'impôt. Donc un crédit d'impôt calculé à hauteur de 30% des dépenses de R&D de l'année considérée, jusqu'à un seuil au-delà duquel il est réduit. Mais en pratique, en fait, le CIR, c'est un dispositif qui est utilisable par toute entreprise qui mène des projets relatifs à la recherche-développement. Donc il n'y a pas de condition quand on réemploie du CIR à des fins de recherche, et il n'y a pas non plus de critères de taille d'entreprise ni d'activité. Il faut juste que les entreprises soient industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et qu'elles payent de l'impôt, donc de l'IS ou de l'IR. Alors, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, les démarches sont relativement simples. Le crédit d'impôt recherche est basé sur le principe du déclaratif via des formulaires dédiés qui sont fournis par l'administration fiscale, formulaires qui sont à intégrer à l'alias fiscal de l'entreprise. Comme tout élément de l'alias fiscal d'une entreprise, ces éléments crédit d'impôt recherche peuvent être soumis à contrôle, tant sur les aspects financiers et les dépenses qui sont déclarées que sur les aspects d'éligibilité, donc sur le fond des activités, et ce, dans le délai de reprise du crédit d'impôt recherche. Donc là, on voit bien la particularité du crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, le contribuable qui déclare du CIR doit être en mesure de justifier cette déclaration en fournissant un dossier qui va combiner des notions fiscales et des notions scientifiques. Donc, pour apprécier ces deux types d'éléments, deux types d'administrations peuvent intervenir. Donc l'administration fiscale d'un côté qui va regarder plus le chiffrage des dépenses. Est-ce que les postes de dépenses ont été valorisés dans les règles de l'art et comment est-ce que la société va le démontrer factuellement? Et d'un autre côté, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche va assurer une mission d'appui à l'administration fiscale dans le cadre du contrôle. Et donc, pour cela, il va s'appuyer sur des experts externes, qui sont des experts scientifiques, pour être en mesure d'évaluer cette partie scientifique et technique des projets. Donc, les experts scientifiques sont en général du domaine d'activité de l'entreprise au niveau macro ou plus particulièrement dans l'activité même.
Or, aujourd'hui, il est constaté que la justification scientifique des activités de crédit d'impôt recherche sont au cœur des débats avec l'administration. Si les dépenses et leur nature sont bien évidemment examinées par l'administration fiscale, elle a quand même constaté un recentrage quasi exclusif des débats sur l'éligibilité des projets de R&D valorisés. C'est un constat qui avait été exprimé par le directeur des services fiscaux dans une note de 2012 et qui avait été reporté également au sein du rapport de la Cour des comptes sur les évolutions et les conditions de maîtrise du crédit d'impôt recherche. Il avait été pointé, en l'occurrence, une forte augmentation du nombre d'expertises demandées au ministère de la Recherche lors des procédures de vérification, et on peut constater, sur les chiffres qui nous ont été avancés par la Cour des comptes, une augmentation significative de cette sollicitation, une hausse de 244% en 5 ans, passant de 458 contrôles en 2008 à 1578 contrôles en 2012, faisant appel à ce type d'expertise. Ça appelle, en tout cas, ça suscite une question, celle de la sécurisation du crédit d'impôt recherche et de sa déclaration, du moins des activités qui peuvent être valorisées au titre du crédit d'impôt recherche. Alors, un petit focus tout d'abord sur le rescrit fiscal crédit d'impôt recherche. Donc, on ne peut pas parler de sécurisation sans parler de cette procédure de rescrit fiscal qui est un peu particulière. En fait, là, le principe, c'est d'obtenir un avis, donc l'avis de l'administration quant à l'éligibilité de tout projet de R&D. Ce n'est pas une procédure qui est obligatoire, mais en gros, on l'utilise pour, au lieu d'attendre un contrôle fiscal, les entreprises peuvent demander un rescrit à l'administration en présentant un dossier qui est envoyé à l'administration. Dans le dossier, il faut décrire les activités, donc le projet sur l'année considérée, et une entreprise peut demander un avis sur l'éligibilité de tout projet de R&D. Donc, au niveau des délais, la demande doit être déposée au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration crédit impôt recherche. Donc, en pratique, pour une société qui clôture au 31/12, la demande doit être envoyée au plus tard en novembre de l'année. Voilà. Alors, très bien. Qu'est-ce qui peut se passer si notre projet, si nos travaux changent en cours de route? Alors oui, cela fait partie des limites en fait, de cette procédure. C'est-à-dire que l'administration va valider certes l'éligibilité des recherches au titre du crédit impôt recherche, donc présenté dans le dossier, mais le moindre changement par rapport au dossier initial qui est envoyé, même minime, ne va plus engager l'administration. Alors quand on sait que les projets de recherche se déroulent rarement selon les plans qu'on a prévus sans accroc, notamment sur les 2 mois novembre-décembre pour le cas concret du 31/12, c'est vrai que là, si la situation évolue, tout changement peut constituer un risque de rejet ultérieur. Donc c'est éventuellement aussi pour ça que la procédure de rescrit est encore peu utilisée par les entreprises. Très bien, n'hésitez pas à poser vos questions, d'ailleurs ça démarre déjà, nous sommes en train de les recueillir, on y répondra dans quelques instants. On vient de comprendre donc qu'il est nécessaire de justifier ces travaux de R&D et donc de construire une argumentation. On peut se demander, Sylvain, tout d'abord, qu'est-ce qu'un projet éligible? Oui, on va revenir sur les bases du crédit d'impôt recherche, quels sont les domaines d'activité éligibles. Alors, 3 grands domaines d'activité sont éligibles au crédit d'impôt recherche, l'activité de recherche, la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et qui finalement correspondent assez peu aux activités qui sont même déclarées par les entreprises. Généralement, le gros et la majorité des activités qui sont déclarées au titre du dispositif concernent des activités de développement expérimental. Ce sont des activités qui sont réalisées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes dans le cadre de la réalisation de nouveaux procédés, produits ou matériaux, ou dans le cadre de l'amélioration substantielle que l'on apporte à des solutions qui seraient déjà existantes, qui auraient déjà été développées par l'entreprise. Alors, amélioration substantielle, on reviendra sur ces notions, mais globalement, c'est un produit qu'on a déjà développé, qu'on vient améliorer de manière significative, on lui apporte de nouvelles fonctionnalités, du moins on rencontre des difficultés réelles dans le cadre de l'élaboration, des difficultés qu'on devra confronter aux technologies existantes. On reviendra sur ces différents éléments dans le cadre de la présentation. Oui, donc d'après ce que nous dit Sylvain, il apparaît donc que la justification des activités de recherche fondamentale et appliquée soit plus évidente que celle du développement expérimental. C'est-à-dire que le risque ici va se situer au niveau de la différenciation entre développement expérimental et développement classique, qui lui n'est pas éligible.
Donc, pour justifier un projet de développement expérimental, donc la majorité des projets finalement, il faut bien comprendre comment l'éligibilité des projets est recherchée pour la démontrer ensuite dans le dossier. Donc, au niveau des bonnes pratiques, on regarde vraiment l'éligibilité projet par projet. Et là, je vais vous présenter un synoptique qui vous permettra de mieux comprendre l'éligibilité. Donc, une société, quand elle veut mener un projet de R&D, va définir des objectifs à atteindre, donc des objectifs nouveaux, hein, donc par rapport à l'état du marché, aux compétences, ressources de l'entreprise. Et là, va se poser la question, est-ce que pour atteindre ces objectifs, on va rencontrer des difficultés scientifiques ou techniques? Donc si la réponse est non, donc on n'est pas dans le cadre de travaux éligibles, il n'y a pas de difficulté, donc les projets vont être menés de manière très linéaire. Par contre, s'il y a des difficultés techniques ou scientifiques, logiquement, ce qu'on va faire, c'est regarder dans ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc, on va constituer l'état de l'art avec les connaissances accessibles pour voir si les difficultés et les questions qu'on se pose au niveau technique vont pouvoir, l'état de l'art va pouvoir apporter des solutions. Donc, est-ce que les connaissances accessibles permettent de résoudre ces difficultés? Alors, si oui, il n'y a plus de difficulté, donc pareil, hein, le projet est très linéaire, objectif à atteindre sans souci, donc du coup, projet pas éligible. Par contre, si les connaissances accessibles ne permettent pas de résoudre ces difficultés, on parle donc de manque dans l'état de l'art ou d'état de l'art lacunaire, et on va rechercher là des incertitudes ou des verrous scientifiques qui bloquent la réalisation des objectifs du projet. Donc les travaux, la nature des travaux qui vont en découler vont être de nature expérimentale, donc des travaux de recherche-développement qui vont être itératifs et qui vont permettre, ou pas d'ailleurs, hein, d'atteindre les objectifs. Donc là, nous sommes dans un périmètre de travaux éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'état de l'art qui va apporter un manque en fait, dans l'analyse de ce dernier, et ce manque va être complété par des travaux itératifs qui vont avoir pour but de lever ces verrous ou incertitudes scientifiques. Donc si on illustre la démarche avec un petit schéma, là on voit par exemple dans le cas d'un développement classique, quand on regarde le progrès technique en fonction du temps, si on définit un objectif planifié, dans le cadre d'un projet pas éligible, on va avoir un objectif réalisé qui va être réalisé, différé dans le temps, mais réalisé, et d'une manière linéaire. Donc le moyen pour y arriver est très très linéaire. On utilise des connaissances issues de l'état de l'art, on adapte des concepts existants, il n'y a pas d'activité inventive, on est à la limite sur des tâches récurrentes, donc pas éligibles. Dans le cas d'un projet de développement expérimental, donc toujours en fonction du temps, avec un objectif planifié, là, l'atteinte de l'objectif réalisé n'est pas du tout linéaire. On voit que on doit dissiper des incertitudes scientifiques ou techniques qui sont représentées ici. Il y a des difficultés, donc des aléas techniques, qui imposent vraiment la mise en place d'une démarche expérimentale. Donc là, le projet est risqué, il peut ne pas aboutir, donc, et les verrous techniques, en fait, doivent être vaincus pour arriver à atteindre l'objectif qui a été réalisé ou pas. Voilà. On est bien d'accord qu'il faut pouvoir donc mettre en avant les différents blocages que l'on a pu rencontrer de manière à identifier les activités de recherche et développement. On doit donc se distinguer des activités qui sont maîtrisées, je dirais, par l'homme du métier normalement compétent. On doit donc collecter des éléments de preuve, et ce tout au long de l'activité de recherche qui est menée au sein de l'entreprise. Tant d'ailleurs sur les activités, justifier ces activités, que sur les aspects de dépenses sur lesquels on ne reviendra pas particulièrement dans le cadre de ce webinaire. La justification scientifique, donc, elle passe par l'identification des preuves sur le positionnement technologique de l'entreprise. Est-ce qu'il est légitime pour une entreprise, par exemple, dans le domaine de la distribution, de déclarer des crédits d'impôt recherche? Il va falloir convaincre par la présentation de preuves de recherche et développement l'administration qu'il y a bien une légitimité à déclarer et bénéficier de ce dispositif. Il va donc falloir formaliser un objectif clair de recherche et développement et y opposer un état de l'art qui soit également circonstancié et circonscrit à l'activité qui sera présentée en matière de justification technique. Ça pose la question de certains indicateurs qui pourraient servir de preuve de recherche et développement notamment. Le brevet, par exemple, est un bon indicateur
activité inventive, on est bien sur un dépassement de connaissances antérieures. Se pose la question des problématiques techniques qui sont rencontrées dans le cadre de la réalisation du dépôt d'un brevet. Néanmoins, c'est un indicateur qui nous permettra de sécuriser, de prouver auprès de l'administration qu'il y a eu une recherche en matière d'antériorité qui aura été effectuée. En tout cas, que l'entreprise se sera bel et bien posé la question, pourra comparer ses activités passées, les activités éventuellement du domaine scientifique dans lequel elle évolue, par rapport à ses activités, et donc elle aura pu déduire d'une analyse qu'elle aura menée que son activité est bien éligible au crédit d'impôt recherche. Qu'est-ce qu'on entend par preuve de R&D? Est-ce qu'on pourrait par exemple avoir quelques exemples? Alors en matière de preuves qu'on pourrait apporter, alors j'ai parlé du brevet, le dépôt d'une demande de brevet pourra déjà constituer une preuve, en tout cas un indicateur certain de l'activité de recherche et développement. D'autres éléments qu'on pourrait apporter, il pourrait s'agir de comptes rendus d'essais qui auraient été réalisés. On parlait tout à l'heure d'utilisation de prototypes, de recours à des installations pilotes pour mener à bien les activités de développement expérimental. Il sera intéressant de pouvoir illustrer le recours à ces moyens matériels par le biais de photos, d'illustrations, de manière, là encore, à concrétiser, je dirais, l'activité de recherche et développement auprès d'un organisateur qui soit issu de l'administration fiscale ou du ministère de la Recherche. Très bien, merci. On est en train de recueillir des questions, notamment sur les brevets. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Donc, nous avons vu les critères d'éligibilité des projets pour le crédit d'impôt recherche, ainsi que les moyens de collecter des preuves de R&D tout au long du projet. Maintenant, il faut construire son argumentation. Pour y arriver, je dois fournir, Nathalie, un dossier scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier scientifique? À quoi ça sert? Alors, avant d'aller dans le détail du dossier scientifique et de la rédaction pour la justification scientifique, il faut bien garder à l'esprit que là, l'objet n'est pas de décrire de manière exhaustive et chronologique tout ce qui s'est passé dans le projet. Là, c'est une démonstration, c'est un argumentaire qui doit prouver que le projet est éligible. Donc avec un style de rédaction qui est percutant, de manière à convaincre différents types d'évaluateurs. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'administration fiscale qui va peut-être avoir une vision plus macroscopique au niveau des critères d'éligibilité, et le ministère de la Recherche avec les experts scientifiques qui vont s'attacher vraiment aux détails de la nature des travaux, de la nature des verrous et du manque identifié dans l'état de l'art. Pour ce faire, le ministère de la Recherche propose une trame à respecter pour élaborer sa justification scientifique d'une activité de recherche et développement. Alors, cette trame est communiquée par le ministère sur son site via son guide du crédit d'impôt recherche qui est mis à jour annuellement. Cette trame est d'ailleurs utilisée également par les agents de l'administration fiscale dans le cadre des vérifications de comptabilité et des examens plus particulièrement du crédit d'impôt recherche, à savoir que la trame qui vous est présentée ici est la trame pour le CIR 2014, qu'une mise à jour vient d'être effectuée à la date du 30 mars par le ministère concernant le crédit d'impôt recherche 2015. Cette trame n'a pas grandement évolué, si ce n'est que l'état de l'art est à présenter à la suite des verrous. Donc pas de réelle modification sur le fond. Une mention spécifique a été apportée par contre aux projets pluriannuels qui sont à décrire, je dirais, sur leur globalité, globalité du projet, sur l'ensemble des années qui sont concernées, mais avec un phasage par année ou en tout cas par phase d'activité éligible au crédit d'impôt recherche. Donc on va maintenant vous présenter les différentes parties de cette trame. En particulier, on va donc commencer par le titre et l'objectif du projet, l'intitulé de l'activité telle qu'elle va apparaître dans votre dossier justificatif. Ça va être la première prise de contact du projet par l'expert qui est amené à examiner votre dossier. Donc globalement, ça va être son point d'entrée, l'élément qui doit être particulièrement percutant et qui doit permettre également de saisir d'emblée l'objet scientifique de l'activité qui lui sera présentée. Il faut bien évidemment rester cohérent avec l'argumentation qui est développée, notamment du point de vue de l'objectif qui doit, là encore, présenter de manière succincte, de manière condensée, l'objet scientifique de l'activité de recherche.
C'est pour ça qu'on l'a simplement repositionné au centre des éléments constituant la trame et la synthèse qui va se présenter en matière de justification. Il est le condensé, cet objectif de l'activité de recherche et développement, il doit être lié à l'ensemble des parties qui sont présentées, tant au niveau d'état de l'art que des problématiques et que des progrès scientifiques, l'acquisition de connaissances qui sera effectuée. Donc, en liaison avec l'état de l'art, justement, l'état de l'art, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la somme des connaissances accessibles. La source qui est considérée comme étant accessible, elle l'est dès lors qu'elle est disponible en fait, au sein de l'entreprise ou en dehors, donc qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit payante. Donc l'état de l'art ici va constituer vraiment la référence pour déterminer l'éligibilité du projet. Donc elle doit montrer l'existant et démontrer également le manque au sein de l'existant. Donc il est circonscrit à un domaine précis et il s'appuie sur des sources qui peuvent être plus ou moins diverses et plus ou moins pertinentes. Donc l'idéal ici, comme vous le voyez là, ce serait de se placer sur un niveau très académique, donc citer des publications scientifiques, des brevets, des articles techniques qui vont permettre d'élever le niveau scientifique du projet. Après, on peut avoir d'autres sources qui peuvent être les produits concurrents, les contraintes nouvelles qui sont imposées par les normes ou la réglementation, les fiches techniques des matières premières par exemple, etc. Mais toujours en fait essayer de remonter d'un cran scientifique en fait, justement les projets présentés. Alors, l'état de l'art va démontrer le manque dans le domaine et au niveau du projet, et va aussi introduire la notion de verrou scientifique, verrou technique ou incertitude scientifique. Les verrous qu'il faudra vaincre en fait, pour arriver aux objectifs du projet, donc via des travaux itératifs. Là, dans la partie aléa incertitude scientifique, il faut décrire les incertitudes de la solution envisagée, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de problématiques qui peuvent être rencontrés dans un projet. Donc là, préférentiellement, on va décrire les verrous technologiques et les incertitudes scientifiques qui découlent des limites identifiées dans l'état de l'art et qui mènent justement à des travaux de type exploratoire. Par contre, tout ce qui est aléa, donc des problèmes techniques qui ne sont pas anticipables ou de la complexité par exemple, ou tout ce qui est compliqué, n'est pas forcément à mettre en avant puisque c'est en général la somme de plusieurs difficultés techniques qui ne sont pas des verrous. Après, l'agrégation de plusieurs difficultés peut créer des verrous, et donc du coup, ce serait plus ces verrous-là qu'il faudrait décrire plutôt que les contraintes ou les difficultés du projet. D'un point de vue de la démonstration, de la justification d'une activité de recherche et développement, on l'a vu, il faut particulièrement insister sur l'état de l'art et les verrous que l'on rencontre dans le cadre de son activité. Il faut également détailler et décrire la démarche expérimentale, les travaux R&D qui ont été réalisés. Cette partie de l'argumentation vise principalement à démontrer que le projet existe bel et bien. Il y a bien eu une activité qui a été menée au sein de l'entreprise. Bien évidemment, il va falloir qu'on retrouve une adéquation entre les différentes parties qui ont déjà été évoquées dans la synthèse, à savoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'état des techniques existantes qui aura été présenté et les verrous à lever, donc les blocages auxquels aura été confrontée l'entreprise. Il faut qu'on puisse identifier également quels sont les types d'activités de recherche qui ont été menées par l'entreprise, généralement du développement expérimental. Donc l'on retrouve ces notions de prototype ou d'installation pilote, en tout cas cette démarche scientifique qui a été menée de manière itérative, qu'on ait fait appel à un prestataire externe, qu'on ait mené en interne, en tout cas qu'on puisse la documenter de manière à en attester, en tout cas attester de la réalité de cette activité. Donc il va falloir avancer les principes de la solution qui a été développée, avancer le raisonnement scientifique que l'on a mis en œuvre, la démarche qu'on a adoptée. Il faut bien penser ensuite que le progrès qu'on va mettre en avant à l'issue de la démonstration ne doit pas consister en un résumé, je dirais, des travaux qui auront été présentés. On est réellement là pour avancer l'acquisition de connaissances qui aura été obtenue à l'issue des travaux de recherche et développement. Et il faudra bien évidemment les confronter à l'état des techniques existantes qu'on aura présentées en début d'argumentation, de manière, là encore, à attester de l'acquisition de ces connaissances, la nouveauté ou l'amélioration des connaissances sur le domaine. Très bien. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela, Nathalie? Alors, tout d'abord,
on doit maîtriser l'exploitation justement de la trame institutionnelle. La trame qu'on vous a présentée là a été établie de manière à mettre vraiment en valeur la recherche et développement. Donc en suivant cette trame, on peut présenter une stratégie de R&D qui soit cohérente si on garde à l'esprit le triptyque qui vous est présenté à droite. Donc un apport de connaissances en rupture avec l'état de l'art. Donc se demander qu'est-ce qu'on apporte en fait à l'état de l'art en faisant le projet. Couplé à des incertitudes ou à des verrous technologiques qui sont là en fait pour prouver que le projet n'est pas un simple projet classique de développement ou d'innovation classique, mais qu'il y a une réelle avancée en fait pour l'homme de l'art en surmontant ces verrous techniques. Tout cela doit être mis en relation bien sûr avec la nature des travaux, donc qui doit être dans l'idéal un plan d'expérimentation, donc une démarche scientifique vraie qui amène des progrès scientifiques ou techniques qui alimentent à son tour l'état des connaissances actuelles. Donc, on n'a pas parlé des échecs, mais une activité de R&D qui ne serait pas menée jusqu'à terme peut très bien contribuer à dissiper une incertitude scientifique ou technique. Donc, l'échec d'un projet de R&D peut très bien montrer une démarche scientifique qui me permet ensuite d'accroître les connaissances en rupture avec l'état de l'art. Pour revenir sur la démarche scientifique, c'est vrai que ce qu'il faut pouvoir démontrer également, c'est qu'on a pu poser des hypothèses de travail, on a essayé de mettre en avant un axe de recherche, on se pose des questions, on est confronté à une problématique. Comme le disait Nathalie, pas parce qu'on a une réponse négative à apporter à l'hypothèse qu'on avait posée qu'elle n'est pas pour autant éligible au crédit d'impôt recherche. Merci. Nous sommes en train, avec Karima, de recueillir vos questions que vous nous posez grâce à la fenêtre de chat. Il y en a une qui est liée, c'est une question intéressante. Pour un projet éligible sur 2 années consécutives, les parties liées au contexte, aux objectifs, voire au niveau des incertitudes et de l'état de l'art, peuvent-elles être identiques dans les dossiers scientifiques des 2 années consécutives? Alors pour répondre à cette question, je dirais que par rapport à la nouvelle trame du ministère, ou en tout cas la remarque qui a été formulée sur le guide du crédit d'impôt recherche 2015, de savoir que la présentation du projet pluriannuel peut être présentée en une seule et même fiche, la question ne va pas se poser de la même manière, mais c'est vrai que la justification telle qu'il nous est demandé de l'apporter aujourd'hui, c'est de venir sécuriser une année de déclaration par un dossier technique justificatif, puis l'année suivante, justifier cette activité par un autre dossier. Il va falloir faire évoluer ces différentes parties. On peut reprendre des éléments. Il va y avoir des éléments communs, notamment au niveau du contexte, de l'activité. Au niveau de l'état de l'art, il faudra néanmoins le faire évoluer, considérer les activités qui ont été menées l'année N-1. Par exemple, si on parle là de dossiers 2013 et 2014, le dossier 2013 va faire apparaître un certain état de l'art. En 2014, il sera néanmoins intéressant de faire apparaître les avancées auquel on aura abouti à la fin de l'année 2013 pour constituer cet état de l'art 2014. Éventuellement, en 2013, on aura réorienté notre activité pour 2014, ou en 2013, éventuellement, on aurait pu aboutir à un constat d'échec ou finalement un retour positif qui n'engendrerait plus de recherche et développement en 2014. Du moins, l'expert qui sera amené à examiner votre dossier pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a bien eu une évolution? Qu'est-ce qui me permet de dire qu'entre 2013 et 2014, il y a toujours une logique de recherche et développement qui est respectée par l'entreprise. Donc il faut réellement présenter les avancées qui ont été menées, le progrès auquel on est arrivé, en tout cas le résultat auquel on est abouti à fin 2013 dans la justification de 2014, pour justifier cette continuité. Très bien, merci pour cette réponse. Continuez à poser vos questions. Si j'ai bien compris, ce dossier scientifique est à destination de l'administration fiscale ou du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Très bien, mais comment, Sylvain, je peux parvenir à un accueil favorable de mon dossier? Je dirais que dans un premier temps, c'est vrai qu'on est amené à rencontrer les vérificateurs, les agents de l'administration fiscale. Les bonnes pratiques qu'on pourrait conseiller aux entreprises, c'est d'aller au-devant, je dirais, des demandes de ces vérificateurs, donc de présenter ces dossiers techniques justificatifs, d'échanger avec eux sur leurs demandes spécifiques, d'essayer de les anticiper dans la mesure du possible. Dans tous les cas, de favoriser le dialogue en direct avec ces différents experts. Alors avec les vérificateurs, c'est couvert, je dirais, par la charte de l'administration fiscale, on les rencontre
directement, on peut leur présenter nos activités. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à présenter ces activités, même s'ils ne sont pas, je dirais, compétents sur le fond ou qu'ils ne disposent pas de réelles compétences techniques, à leur présenter des activités pour qu'ils soient également, peut-être pas convaincus, mais qu'ils accueillent favorablement le fait que l'entreprise puisse demander à bénéficier d'un crédit d'impôt recherche. Sur un second plan, on a donc les experts du ministère de la Recherche qui ne sont pas toujours très joignables ou qu'on ne peut pas toujours rencontrer. Du moins, il n'y a pas d'obligation de la part de cette administration, donc du ministère de la Recherche, à rencontrer les entreprises. N'hésitez pas néanmoins à proposer de les rencontrer, d'échanger avec eux s'il n'est pas possible de les rencontrer, avant même qu'ils ne se positionnent ou qu'ils vous transmettent un avis, et ce, de manière à éventuellement lever leurs doutes ou leurs incertitudes quant à l'éligibilité de certaines phases qui leur auraient été présentées dans le dossier justificatif technique, et ce, de manière à favoriser tant, je dirais, le bon déroulé de l'examen de votre dossier, et je dirais de raccourcir aussi les délais qui peuvent être relativement longs lorsqu'on est amené à traiter de dossiers auprès du ministère de la Recherche. Très bien. Alors pour mieux comprendre ce qui vient d'être dit, nous allons vous présenter quelques exemples concrets, Nathalie, Sylvain, pardon, quelques exemples concrets, Sylvain. Non, alors on va vous présenter quelques exemples alors, qui se veulent relativement synthétiques aussi, hein, de manière à illustrer la démarche qu'on vous a présentée au cours du webinaire. Alors un premier projet qui touche au respect environnemental, du moins qui concerne le développement de panneaux photovoltaïques qui doivent là en l'occurrence être orientables en fonction de l'ensoleillement, de manière à permettre une génération d'énergie de manière optimisée. En fait, sur ce type de développement, on peut rencontrer, en tout cas, il va y avoir deux phases auxquelles on va être confronté. Les développements du capteur de luminosité, équipé d'un moteur sous chaque panneau, où en fait, là, il va plutôt s'agir d'une simple adaptation des technologies existantes, et cet aspect, je dirais, de l'activité de recherche et développement, en tout cas du projet de recherche global, ne sera pas réellement éligible en soi au dispositif. Par contre, le développement du matériau qui sous chaque panneau permettra de se déformer, qui devra se déformer et qui pourrait être orienté, sur lequel on ne disposait pas de réelles connaissances au lancement de l'activité de développement, sera réellement une activité éligible au crédit d'impôt recherche. Je dirais que pour ce développement global, on a deux phases, une phase éligible, une autre qui ne l'est pas, et c'est la seconde phase qu'on sera amené à présenter à l'administration et à valoriser aussi le crédit d'impôt recherche. Et un autre exemple, et cette fois, c'est toujours Sylvain. Alors, cette fois un exemple touchant à l'agroalimentaire, touchant notamment au développement de nouvelles recettes de biscuits, donc plutôt à des aspects formulation. Donc là, on considère en particulier l'intégration d'un arôme artificiel au sein de la matière. Bon, on va plutôt être sur une approche consistant à fabriquer un produit, mais peut-être avec des concentrations différentes d'arômes, éventuellement croissantes par rapport à celles qu'on utilisait précédemment. On ne va pas réellement être sur une activité éligible, à moins bien évidemment qu'on soit confronté à un verrou technologique touchant, je ne sais pas moi, la rhéologie de la pâte qui serait mise en forme sur le process de production. Sur le deuxième point que je souhaitais vous présenter, il s'agit là de l'étude d'impact du substitut de sucre sur les propriétés justement de cette matière biscuitière. Finalement, la question va se poser quant à l'interaction de cet élément avec les autres ingrédients de la formulation. Est-ce qu'elle va aboutir à une matière stable? Est-ce que les propriétés que l'on avait atteintes par le passé vont être maintenues ou non? La question bien évidemment à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà été amené à intégrer ce type d'éléments dans ma formule? Est-ce que la documentation, la documentation scientifique sur la question a déjà été proposée chez moi, chez mes concurrents et au sein de la communauté scientifique? Là, si tel n'est pas le cas, cette activité serait bel et bien éligible au dispositif crédit d'impôt recherche. Parfait. Merci Nathalie, merci Sylvain pour cette présentation. Maintenant, place aux questions. Vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas à les poser. Vous utilisez la petite fenêtre qui apparaît à droite de votre écran, vous posez votre question, nous sommes en train de les recueillir. Alors on va revenir sur cette première question qui était liée à la présentation générale du crédit d'impôt recherche au début de ce webinaire. Une question, les sociétés détenues à 100% par une société étrangère, on nous parle de l'exemple de la Suède, sont-elles éligibles? Voilà, là on
s'écarte un peu du sujet On scientifique. s'écarte, c'est juste parce que ça revient en fait sur la présentation du départ. Pas de souci. En l'occurrence, à partir du moment où cette société, je dirais, déclare des impôts en France et en particulier est soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices donc, agricoles, commerciaux ou industriels, il n'y a pas de problématique à ce qu'elle soit détenue à 100% par une filiale, par une société étrangère. Alors, on va revenir plus sur la partie justification scientifique et justement, on nous demande est-ce que les notions commerciales ou économiques sont-elles à exclure du dossier scientifique? Alors, le dossier, comme vous l'avez dit, Jean-Noël, c'est un dossier scientifique, donc logiquement, on ne devrait pas y intégrer de notions commerciales ou économiques. Par contre, ça peut faire partie du contexte, hein, bien sûr, pour expliquer la stratégie de R&D ou faire le lien en fait avec justement la stratégie de l'entreprise. Par contre, les notions économiques ou commerciales peuvent générer des verrous techniques. Donc ces verrous-là peuvent être décrits ou générer des contraintes techniques. Donc du coup, on essaye de transposer ces notions-là en notions plus scientifiques ou plus techniques pour les exposer dans le dossier justificatif. Et je vais préciser le propos. C'est vrai que pour revenir à ces notions économiques et commerciales, c'est des éléments qu'il faut bien évidemment prendre en compte justement dans la présentation des objectifs du projet. Il nous est demandé d'ailleurs dans la trame du ministère de la Recherche de préciser, je dirais, ces éléments, en tout cas de préciser les objectifs R&D du projet et les situer dans le contexte de la société et ce contexte pouvant être justement un contexte économique ou commercial. C'est le déclencheur, je dirais, ces éléments techniques, enfin ces éléments commerciaux ou économiques de l'activité de recherche et développement peuvent être présentés par contre dans le déroulé de l'argumentation, ce ne sont pas des éléments sur lesquels on reviendra en dehors de cet aspect contexte de l'activité de recherche et développement. Très bien, on avait donc des questions, je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie brevet. Peut-on réutiliser l'état de l'art réalisé pour une demande de brevet dans le cadre du crédit impôt recherche, sous-entendu dans le dossier scientifique? Alors, il faut savoir que le brevet, donc, comme vous l'avez expliqué Sylvain tout à l'heure, est un excellent indicateur de recherche et développement. Son contenu peut éventuellement également être utilisé. En fait, le brevet va attester du critère de nouveauté et d'innovation du projet, c'est-à-dire qu'il va démontrer le manque dans l'état de l'art. On peut très bien utiliser l'état de l'art du brevet pour démontrer ce manque-là. Par contre, il faudra le compléter en mentionnant justement et en décrivant les verrous techniques qui sont à vaincre pour réaliser le projet. Un projet qui est fait sur la base d'un brevet peut très bien être un projet innovant sans verrou technique derrière. Donc, il faut vraiment arriver à décrire ces verrous-là en complément de l'état de l'art du brevet. Donc, je dirais qu'on peut utiliser un brevet au niveau indicateur, au niveau état de l'art, au niveau référence bibliographique, mais toujours à compléter avec la description de verrous techniques qui est vraiment complémentaire et qui est la clé de l'éligibilité d'un projet au titre du crédit impôt recherche. Voilà, c'est que le brevet est un bon indicateur de R&D. Il revient sur le critère, on va dire, d'originalité, ou en tout cas de nouveauté de la solution qui est proposée. Et il va falloir repréciser quels sont les verrous, les blocages auxquels on est confronté dans le cadre de l'élaboration de la solution qui demande une. On va peut-être revenir sur la partie état de l'art et l'accessibilité des connaissances. Il y a une question que je voulais là tout de suite, parce qu'on vient de la recevoir à l'instant. L'accessibilité des connaissances, si les connaissances ne sont pas accessibles dans le sens où il y a un concurrent, on sait qu'il sait faire des choses, mais on ne sait pas comment. On n'a pas accès à ces informations-là. Du coup, comment on peut essayer de justifier le fait que, pour revenir au schéma de tout à l'heure qu'avait présenté Nathalie, on n'a pas de connaissances qui nous permettent de répondre à notre problématique. Et ces connaissances ne sont pas accessibles. Alors, au niveau de l'accessibilité, c'est vrai que j'ai parlé de connaissances gratuites ou payantes, mais en tout cas de connaissances qui sont divulguées. Là, dans ce cas-là, dans le cas d'un produit concurrent pour lequel on ne connaît pas la solution technique pour être capable de le fabriquer, là, l'état de l'art, en fait, il va être là pour démontrer la nouveauté et les limites. Là, si le produit existe déjà, en termes de nouveauté, en fait, il faut vraiment arriver à prouver qu'il y a une différence entre le produit qui existe et le produit qu'on essaye de développer. Sinon, il y a un critère d'éligibilité qui ne va pas être respecté. Donc, la première chose, en fait, c'est ça. Avant de se demander si
l'information est accessible, il faut se poser la question de la notion de nouveauté et d'innovation dans le projet de R&D qui est mené. Parfait. Une autre question que l'on vient de recevoir. Comment adapter la rédaction d'un projet de recherche fondamentale au formalisme du dossier scientifique, qui est plutôt orienté dit-on, sur du développement expérimental? Par exemple, il n'y a pas d'incertitude technique dans ce cas-là. Comment on peut l'adapter, ce dossier? Alors, on n'est pas tant sur la dissipation d'incertitudes technique, mais on est néanmoins sur l'acquisition de connaissances scientifiques sur l'analyse, par exemple, de phénomènes physiques. Si je prends cet exemple, on va plutôt être orienté sur, en recherche fondamentale, sur j'ai un phénomène à expliciter, j'ai des connaissances sur ce phénomène, et finalement, dans l'état de l'art, je vais être amené à présenter, mais comme dans le cadre de la réalisation d'un mémoire de thèse, à présenter les limites des modèles éventuellement qui ont jusqu'alors été avancés concernant cette représentation de phénomènes physiques. Il va falloir insister sur cette dissipation d'incertitude. Je suis sur l'interprétation d'un phénomène, j'essaye de le traduire. Je ne suis peut-être pas confronté à une problématique réellement technique ou axée, je dirais, développement industriel. Pour autant, ce sont des éléments qui sont amenés à être mis en avant dans le cadre de la justification de ces activités de recherche fondamentales. Parfait. Une autre question, on revient sur ces éléments de preuve de R&D et on nous demande un exemple, on fait une question précise. Un brevet déposé, par exemple, aux États-Unis. C'est un élément de preuve de R&D de l'entreprise? De quelle entreprise finalement? Parce que le brevet, dans le cas qui nous intéresse, on va supposer sans doute que l'entreprise est française et que c'est la société mère qui a déclaré aux États-Unis. Qui est demandé. Alors un brevet qui est déposé, alors tout brevet déposé qui a trait en fait aux travaux qui ont été réalisés peut être un élément de preuve. C'est vrai que des travaux réalisés par une société en France qui dans le cadre d'un projet valorisé par exemple au titre du crédit d'impôt recherche, le brevet peut être déposé en France, en Europe, à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Il peut être un élément de preuve s'il correspond en fait aux travaux qui ont été réalisés au cours de l'année considérée et qui justifient du projet valorisé au crédit d'impôt recherche. Donc en fait, le brevet déposé aux États-Unis, on pourra aussi s'en servir, comme on l'a dit tout à l'heure, comme élément de l'état de l'art. Et au niveau de la preuve, en fait, il peut tout à fait constituer une preuve s'il correspond aux travaux qui ont été décrits dans la partie travaux en fait, du projet de R&D. En fait, il faudra pouvoir justifier du fait que l'activité ayant conduit au dépôt du brevet a bien été menée, entreprise par la filiale française de cette société étrangère qui aurait déclaré, enfin, qui aurait déposé cette demande aux États-Unis en particulier. Alors là, on précise aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'état de l'art est constitué des connaissances accessibles. Accessible veut dire aussi les connaissances internationales, mondiales, États-Unis, France, Europe. Enfin, donc, du coup, il peut faire aussi partie des éléments de l'état de l'art. C'est un élément qu'on n'a pas évoqué, mais il n'y a pas de limitation, je dirais, du point de vue des références qui doivent être amenées donc, en constitution de l'état de l'art. Il n'y a pas de limitation territoriale, on est bien évidemment amené à considérer l'ensemble des sources, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. Elles doivent, en tout cas, ce sont des ressources accessibles, alors qui doivent être fiables et vérifiables, bien évidemment, par l'administration. Il n'y a pas de limitation de ce point de vue. Parfait. On va revenir aussi sur la partie éligibilité des projets. Si on sous-traite une partie des développements expérimentaux pour faire sauter des verrous techniques, du coup, est-ce que cette partie est éligible? Les travaux liés aux sous-traitants sont-elles éligibles? Il y a un cas précis en fait qu'il faut retenir dans ce cas-là. Du point de vue de la sous-traitance, en fait, de la R&D externalisée, c'est un cas qui est prévu par le dispositif. D'ailleurs, pour les organismes agréés, on peut reprendre les dépenses engagées au titre de sa propre déclaration. Il faudra préciser comment s'articule, je dirais, l'intervention de tout sous-traitant
au sein de son argumentation, de manière à ce qu'on perçoive bien également comment, au sein de sa propre activité de recherche et développement, ce prestataire intervient, quelle est sa valeur ajoutée, est-ce que c'est bien de la recherche et développement sur laquelle il venait à réaliser, mais il n'y a pas de... En tout cas, on doit pouvoir présenter également cette activité au sein de son argumentation et de sa justification. Il faudra bien évidemment préciser qu'il s'agit de son intervention et articuler cette intervention au sein de sa propre activité. Parfait, merci Nathalie Wang pour cette présentation, merci Sylvain Richer pour ce webinaire d'Alma Consulting Group consacré à la justification scientifique des projets de R&D. Si vous avez encore des questions, vous les envoyez à Karima Mebarek à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Sachez également que le diaporama qui vous a été diffusé vous sera automatiquement envoyé par mail, comme ça vous aurez tous les éléments de support. Prochain rendez-vous, c'est encore avec vous deux, on ne vous quitte pas, Nathalie et Sylvain, le mardi 19 mai à 10 h. Maîtriser les fondamentaux de l'état de l'art, clé de voûte de la justification scientifique du crédit impôt recherche. L'état de l'art, on en a parlé un peu aujourd'hui, il va y avoir, à mon avis, il y a eu quelques questions, donc on va pouvoir faire un webinaire complet sur l'état de l'art. Mardi 19 mai à 10 h, pour vous inscrire, c'est gratuit, c'est auprès de Karima Mebarek. Prochain événement, Alma Consulting Group participe et est présent au congrès des DAF le 7 juillet à Paris, Palais des Congrès. Pareil, c'est auprès de Karima Mebarek que vous pouvez avoir quelques informations complémentaires. Et puis, si vous souhaitez consulter les Alma News Innovation, eh bien, pareil, vous contactez Karima Mebarek, bien évidemment, Karima, que nous remercions pour l'organisation parfaite comme toujours de ce webinaire. Merci Sylvain, merci Nathalie, merci à vous, vous tous de votre attention. On se retrouve donc dans un mois pour le prochain webinaire. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.